now. Everybody clap your hands. 1, 2, 3, 4. One more time. Okay. Tout à l'heure, nous allons passer à la cérémonie d'ouverture qui consiste en la prise de parole du représentant du ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. Ensuite, nous allons vous souhaiter la bienvenue dans le cadre du mot du coordonnateur général de ce projet, qui, après son intervention, laissera la parole au commissaire général de cet événement. C'est lui le patron, le chef d'orchestre de cet événement. Ensuite, nous laisserons la parole au professeur Onomo Itaba afin qu'il nous parle du tourisme durable et de la réduction de la pauvreté. Comment en faire un puissant levier de développement sur toute la chaîne de valeur. Hello, everybody. Good morning. Bonjour à tous les participants et organisateurs. On behalf of the Minister of State, Minister for Tourism and Leisure, His Excellency Iroba Maigari, who is unavoidably absent, I am delighted to take the floor on this occasion, which is intended to celebrate the meaning of sustainable tourism and poverty alleviation in and around our environment. The year 2017 was declared the year of sustainable tourism all over the world. It is in this light that this activity comes on the heels of that, and which is spearheaded by MECATU, and inviting stakeholders who have a stake in this very sensitive topic, which before now was not given a lot of attention. Because of the impulse and the push by the World Tourism Organization, we are bound to dance to that rhythm, especially as Equatorial Africa is endowed with biodiversity which is qualified as a hotspot for the development of tourism. In our country, Cameroon, before now, the emphasis had been on the protection of wildlife environment, and so as early as the 1930s, Cameroon embarked on creation of forest reserves, which were later on transformed into national parks, and we call them protected sites. And the mentality was to leave these areas untouched
can draw enormous benefits from these protected sites. Je vous souhaite la bienvenue dans cette salle. Comme l'a dit le coordinateur général, c'est un projet Mercator que nous avons commencé il y a depuis 2 ans. Je crois que dans la salle, il y a eu à avoir des institutions avec lesquelles nous avons fait des réunions au ministère de Justice. Ces réunions continuent. Mais compte tenu de cette année qui a été proclamée année durable, nous avons préféré faire un forum sur ce secteur, comme vous le savez. C'est un secteur qui est dans le DSE, un secteur qui peut engager des points de croissance économique. Et comme je vous l'ai dit, c'est le forum, le salon en lui-même, la foire des éditions en lui-même. Elle se déroulera en juin 2018, pour chuter à la semaine de la Cannes 2019. Nous n'avons pas voulu arriver à la Cannes directement pour chuter. Nous avons voulu aller étape par étape, essayer enfin de faire du tourisme camerounais un lieu de croissance. Et je voulais rassurer ici que le salon du tourisme qui va se dérouler en 2018, parce qu'en fait nous avons fait une étude sur tous les salons qui se passent au Cameroun. Nous avons les reports. Nous voulons faire un salon gagnant-gagnant. Je crois que dans les jours à venir, vous allez voir certainement dans les diffusions le partenariat qui va se tisser entre Sican et Cameroun pour un projet touristique entre le MIRES et les autres acteurs du secteur touristique. Et je voulais également rappeler que le salon du Mercator, ce mois-ci, nous avons commencé par le forum. Il y aura les awards, le meilleur hôtel du Cameroun, le meilleur DJ du Cameroun, le meilleur cabaret, et la meilleure compagnie qui dessert au Cameroun. Également, nous aurons les ambassadeurs de la destination Cameroun. Je remercie, nous avons le soutien effectif du ministère de l'Intérieur, avec lequel nous avons des projets pour, nous avons vu déjà la cartographie des ambassadeurs de mission Cameroun à l'extérieur pour essayer de faire des choses. Je ne vais pas m'étaler parce que le projet est grand et très long. Je vais laisser la parole au coordinateur général. Je remercie davantage les exposants qui sont là pour leur dire que nous leur rassurons que nous irons avec eux jusqu'au salon de la Cannes. Et le tourisme ne va pas s'arrêter à la Cannes parce que les stades sont construits. Il faut réentrer quelque chose. Et que nous espérons que toutes les contributions, après le forum, nous aurons également avec les personnes ressources pour essayer d'avoir leur avis par rapport au secteur. Et c'est à cela que nous allons échanger au Botswana à Gaborone, au sommet mondial là-bas, avec les autres pays. Sur ce, je vais laisser la parole au coordinateur. Merci, Monsieur le Commissaire général, pour votre intervention. Je pense que nous n'allons pas monopoliser la parole, j'y arrive, excusez-moi. Tout à l'heure, après l'intervention du professeur Novoïta sur le thème général de cette journée et de celle qui va commencer demain, parce que figurez-vous que nous sommes en partenariat avec une association française qui fait dans la responsabilité sociale. Zéro tourisme durable s'il n'y a pas implication de la population locale. C'est simple, simple à comprendre. Vous ne pouvez pas porter un établissement d'hébergement 4 étoiles, vous le déposez à Bafia, et sur le menu, vous commencez à dire, voilà, tortue grillée, tortue sautée. Mais attendez, les populations locales dans l'Ombam ne sont pas très amies avec la tortue. Vous ne pouvez pas aller ouvrir un parc écotouristique à Lobo dans mon village et vous amenez votre personnel, les garçons, les jeunes filles de Lobo, vous leur dites non, on ne va pas vous recruter. C'est simple. La route qui conduit dans votre parc écotouristique, lorsque le vent va souffler, l'arbre va tomber. Vous allez venir avec vos visiteurs, vous allez trouver l'arbre. Or, lorsque les gars du village savent que ça c'est notre gagne-pain, si l'arbre s'y reste en route, il n'y aura pas de visiteurs, et s'il n'y a pas de visiteurs, nous n'avons pas de salaire, vous allez trouver que l'arbre est parti.
L'implication de la population locale signifie donc tout simplement que la population locale doit porter tout projet touristique. Là où la population locale n'a pas porté un projet touristique, ce projet touristique est mort. Je mets l'Assemblée au défi de me produire un seul exemple concret. Le quatrième et dernier paramètre, c'est la satisfaction de la population, la satisfaction de la clientèle. Et vous avez compris, parce qu'il faut toujours faire le lien entre ces paramètres et la réduction de la pauvreté. Un gars du village qui a le niveau du deuxième trimestre en classe de quatrième, il a voulu traverser la classe de quatrième, lui a dit, reste dans ton coin, je ne te demande rien, que je ne te vois plus ici. Mais il reste, il ne fait rien au village. Quand il ne fait rien, il devient un danger. Alors, lorsqu'il est impliqué dans un projet touristique, est-ce que ça ne réduit pas sa pauvreté? Ça réduit sa pauvreté. Parce que dès que vous allez le recruter, même comme gardien, s'il n'a pas de compétences, vous le prenez même comme gardien. Et vous allez vous rendre compte que dès qu'il aura ses 2 premiers salaires, il va commencer à penser au mariage. Et qui dit mariage dit famille qui veut dire mettre sur pied, etc. etc. Donc c'est de ça qu'il faut. Donc pour chaque paramètre, il faut faire le lien avec la réduction de la pauvreté. La satisfaction de la clientèle, c'est quoi? Il y a un grand compatriote qui a dit dans l'une de ses sorties que le tout n'est pas de faire venir des touristes, mais il faut les fidéliser. Ça se comprend tout simplement que plus les touristes arrivent, parce que toutes les publicités dans tous les médias du monde n'ont pas l'efficacité, n'égalent pas l'efficacité de la satisfaction exprimée de bouche à oreille. La satisfaction exprimée de bouche à oreille. Ah, j'étais en Pologne, oh c'est formidable, c'est un petit paradis là-bas. Ah, j'étais à Dombol, oh là là, si tu arrives à Dombol, c'est terrible. De la même manière, et ça produit aussi l'effet contraire. Hein? Là, je dis le nom du lieu et de l'établissement. Je suis allé quelque part, c'était un concert de moustiques. Alors, les moustiques me bouffaient de l'intérieur et au rez-de-chaussée de cet établissement, il y avait une boîte de nuit. Et la boîte de nuit fait partie des sous-secteurs du tourisme. C'est un établissement ludique, donc de loisirs. Alors, dans cette boîte de nuit, les gars fumaient l'herbe. Alors, subitement, je me surprends tout fatigué, les moustiques que je parvenais quand on m'a chassé avec en train. Je me suis pas en train de chasser le moustique avec faiblesse. Mais d'abord, je saoulais déjà le chambre. Je saoulais le chambre dans une chambre d'hôtel. Bon, de vous à moi, si je repars dans ce coin et que le véhicule veut me laisser devant cet établissement, qu'est-ce que j'ai dit au chauffeur? J'ai dit au chauffeur que s'il te plaît, si on t'a jamais traduit au tribunal, avance. Parce que je n'ai même plus envie de regarder. Alors, si c'est M. Kléber, si c'est mon frère Kédé, qui me dit, bon voilà, je vais en mission dans tel coin, tu peux me conseiller quel établissement? Vous pensez que je vais conseiller cet établissement-là? Alors, si je ne conseille pas l'établissement, les devises de M. Kédé n'iront jamais de ce côté-là. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que lorsque le client est satisfait, un client satisfait déclenche non seulement ses propres devises, mais aussi les devises de ce qu'il va faire venir parce qu'il a été satisfait. Il faut arrêter avec les slogans. Ce qui tue nos pays, ce sont les slogans. N'allez pas dormir sur vos oreillers pour dire le Cameroun est une Afrique en miniature. Allez lire mon livre sur le tourisme culturel au Cameroun. J'ai écrit là-dedans. Ce que je vous parle, je l'écris et je le soumets à la communauté scientifique mondiale. Il faut travailler. Il faut travailler à pouvoir déclencher mais ce qui nous manque.
Les autres n'ont pas fait de miracle. Il n'y a pas de magie là-dessus. Je vous dis qu'il n'y a aucune... Le développement, le tourisme durable dans un pays n'est pas un décret. Ça se travaille. Comme je l'ai dit, c'est une démarche pédagogique. Et tout ce qui est pédagogique est dynamique. Et tout ce qui est dynamique est perfectible. Aujourd'hui, on a fait comme ceci. Nous avons eu 100 touristes. Bon, si on améliore comme cela, on peut en avoir 200. Si on améliore encore comme cela, on peut. J'ai discuté avec un exposant là tout à l'heure. J'étais bluffé devant ces produits. Mais je n'ai pas manqué de lui dire, maintenant que je connais comment tu présentes tes produits, je n'irai plus les acheter là où je les achetais. Même comme là où je les achetais, c'est avec un grand nom. Mais l'emballage, le décor, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet exposant m'a déjà fidélisé. J'ai pris son numéro de contact, je vais dire à mes collègues, si vous avez besoin de tel produit, je ne vous donne pas le nom du produit, vous allez chercher l'exposant dans la salle. Si vous avez besoin de tel produit, allez voir tel. Alors, j'ai pris quelques chiffres, je crois que c'est par là qu'on va peut-être sortir. Figurez-vous, mes chers amis, que nous sommes là en train de parler d'une industrie qui dégage 10% du produit intérieur brut mondial. 10. Ce qui n'est pas négligeable. Alors, j'ai l'habitude de poser cette question à mes étudiants. Lorsque votre rêve c'est quoi? Même si vous avez votre licence professionnelle, moi je voudrais aller en France. Mais voici quelqu'un qui a passé toute sa vie en France. Il convient avec moi que le meilleur rêve, c'est chez soi. Alors la France que vous admirez, quelle est sa première industrie? Vous comprenez? La France que vous admirez, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un abandonner sa mère, abandonner son père. Heureusement qu'il faut parfois être chrétien. Prendre le risque de traverser tout un désert. Il voit l'eau comme ça là. C'est vrai qu'à l'eau, il n'y a pas de grand fleuve. Mais il voit l'eau de l'océan. Ça peut les vents comme ça. Mais il dit, je veux entrer dans l'eau là parce qu'il faut que j'arrive là où le tourisme est la première industrie. Tu n'as pas d'industrie de tourisme chez toi? Qu'as-tu fait? Ce qu'on appelle les micro-projets. Et j'en parle quelque part. On ne s'implique pas seulement dans l'industrie du tourisme en construisant un établissement d'hébergement. Je voudrais vous dire que l'établissement d'hébergement, ce n'est qu'un sous-secteur. Et le coordonnateur parlait des awards qu'il faut, non, le commissaire des awards qu'il faut donner. Non, ne donnez pas seulement des awards aux établissements. Quand vous dites aux hôtels, vous oubliez les restaurateurs. Parce que les établissements de restauration sont classés par fourchette. Et il y en a des costauds. Il faut les primer. Il faut aller dans les établissements ludiques. Les boîtes de nuit, il a parlé de DJ. Quand il parlait de DJ, là, c'était pas pour dire les gens qui nous fatiguent lors des fêtes de mariage. C'était les casinos. Il faut les primer. Le sous-secteur des transports, il faut les primer. Et je voudrais peut-être vous dire, monsieur le coordonnateur général, ne vous fatiguez jamais. Restez dans, là je convoque ma religion, je suis chrétien catholique romain. Restez dans la logique des béatitudes. Si Dieu vous a donné le talent d'organiser de tels événements, continuez. Si vous attendez que ce soit un parti politique qui le passe, ce tourisme ne bougera pas. Parce que dans les meetings politiques, on va vous dire, non, dans bientôt, même l'an prochain, vous allez voir, partout ici, ce sera développé sur le plan touristique. Jamais. Jamais. Que chacun apporte un peu de sa contribution, un peu de sa touche.
savent pas qu'ils sont dans la chaîne de l'industrie du tourisme. Vous êtes dans la chaîne de l'industrie du tourisme. Alors je vous pose la question de savoir. Il y en a qui ont des masques là, il y en a qui ont des jus. Mais ces jus, vous les prenez où? Dans un environnement. Nous sommes d'accord. Alors si cet environnement n'existe plus, votre activité est morte. Nous sommes d'accord. Votre activité est morte. Alors pour que mon activité ne meure, je dois préserver en amont l'environnement, pendant l'environnement et pour les générations futures, l'environnement. Je suis le professeur Roger Bernard Onom-Metaba, chef de département de tourisme et d'hôtellerie à l'Université Yaoundé 1 et expert consultant international en tourisme. Dans le cadre des activités du Mercato 2017, il m'a été demandé de faire une leçon inaugurale sur le thème tourisme durable et réduction de la pauvreté. En d'autres termes, la problématique centrale consistait à montrer comment, sur la base de l'épanouissement du tourisme durable, on peut sortir les populations de leur état de manquement, de leur état de dénuement. L'ensemble de cette leçon inaugurale a tourné autour de deux principaux axes. Le premier m'a donné l'occasion de revisiter les notions essentielles, à savoir le tourisme durable et ce que j'entendais par pauvreté. Alors, au niveau du tourisme durable, en des termes très simples, j'ai précisé qu'il faut entendre par tourisme durable le tourisme d'hier, le tourisme d'aujourd'hui, le tourisme de demain. C'est le tourisme qui a profité aux générations d'hier, le tourisme qui profite aux générations d'aujourd'hui et le tourisme qui doit profiter aux générations de demain. Toute chose qui se comprend qu'aucune génération n'a le droit d'empêcher une autre génération de profiter des avantages ou des richesses du tourisme. Au niveau de la pauvreté, je l'ai situé à deux stades. Une dimension matérielle de la pauvreté, ça peut se comprendre, les gens n'ont pas d'argent, les gens manquent de devises. Et une dimension morale, c'est-à-dire les gens sont dans l'ignorance, c'est-à-dire qu'ils ont des richesses touristiques, ils ne savent même pas que ce sont des richesses touristiques. Ils ont des richesses naturelles, ils ne savent pas comment ils peuvent transformer ces richesses naturelles en richesses touristiques. Alors, comment le tourisme durable peut donc aider ces gens, ces populations à sortir de leur pauvreté dans la double dimension matérielle et morale? C'est à ce moment-là que j'ai abordé le deuxième grand axe de mon exposé en déroulant les différents paramètres qui caractérisent même le développement durable. Et là, il m'a été donné de démontrer que le premier paramètre repose sur la rentabilité économique. À partir du moment où le tourisme durable déclenche une rentabilité économique, cela va de soi qui va donc réduire la pauvreté. Le deuxième paramètre, c'était la protection de l'environnement. Cela se comprend que l'environnement, c'est le support. C'est ce sans quoi il n'y a pas la richesse touristique. Alors, si on détruit le support, l'enveloppe qui porte la richesse touristique, vous comprenez automatiquement qu'on va tuer la richesse touristique. Et si la richesse touristique est tuée, il n'y aura plus l'activité touristique. Et s'il n'y a plus d'activité touristique, il n'y aura plus de rentrée de devises. Et s'il n'y a plus de rentrée de devises, il n'y aura plus de réduction de la pauvreté. Le troisième paramètre,
c'était l'implication de la population locale. La pauvreté qu'il faut réduire, il faut la réduire au niveau des populations. Et l'avantage dans la définition du tourisme durable est que la population locale doit être impliquée dans toute activité touristique. La population locale ne doit pas subir les activités touristiques. Lorsqu'elle subit les activités touristiques, elle ne les porte plus. Et lorsqu'elle ne les porte plus, elle ne les accompagne plus. Et lorsqu'elle ne les accompagne plus, elle se désolidarise. Et lorsqu'elle se désolidarise, elle ne trouve plus son compte là-dedans. Que ce compte soit d'ordre financier ou de n'importe quel ordre. L'implication de la population locale vient également ici faire ressortir la dimension pédagogique même du tourisme durable. Parce que je l'ai dit, le tourisme durable, c'est une pédagogie. Il faut dire aux gens comment ils doivent rentrer dans cette prise de conscience qui les amènerait à voir, par exemple, comment ils doivent sauvegarder ce qu'ils veulent préserver. Le quatrième et dernier paramètre, c'était la satisfaction de la clientèle. La satisfaction de la clientèle, c'est le client qu'accueille l'industrie du tourisme. Ce client, il est seul. Lorsqu'il est bien accueilli, lorsqu'il est satisfait, il a envie de revenir. Et lorsqu'il revient, il ne revient plus seul. Et quand il revient en groupe, c'est ce groupe qui apporte les devises. Ce ne sont plus les devises d'un individu, ce sont les devises du groupe. Toute chose qui se comprend donc que lorsque le groupe apporte des devises, les devises deviennent abondantes. Lorsque les devises sont abondantes, elles vont être utiles non seulement aux populations pour réduire la pauvreté, mais aussi à toute l'économie nationale du pays qui développe cette industrie. Et j'ai terminé mon propos en disant que lorsque le tourisme cesse d'être durable, il devient un adversaire juré de la prospérité et dresse royalement le lit à la pauvreté. Tu me refuses ton bien. Vous avez 1-2 minutes pour parler là. Bon, c'est dans le mail du Cameroun. Donc, Miel Vera, ça c'est un privilège du Cameroun. Au Cameroun, tout ça se fait. Et ce n'est pas un miel allemand. Vous avez l'habitude de consommer. C'est un miel assez particulier, unique en son genre dans le monde. Et c'est le seul miel qui, jusqu'à présent, a déjà gagné 6 prix d'excellence. Que nous appelons miel miracle pour soulager, traiter l'hypertension avec des témoignages à la fuite. Les femmes, parce que nous avons eu l'embouteille comme ça pour conserver
Pendant combien de temps? Un an. Ce que vous voyez ici chez moi, c'est à base de raffia. Tout ce que vous voyez ici, c'est fait à base de raffia, de chidano de marécage. Je suis pas jusqu'au A à Z. Donc ça veut dire je commence au matière premier jusqu'à la définition, comme vous pouvez constater ici chez moi. Chez moi, ici, vous pouvez voir les jaquettes comme ces jaquettes qui sont tissées ça avec la main, sans utiliser la machine. Comme ce pantalon, vous pouvez voir, c'est toujours le même. Ça à main. Ces robes, toujours le même, ça à main. Il y a les trucs de danse, comme ceci là. Comme ça, c'est fait à la main. Donc chez moi, si on parle vraiment de la culture africaine, c'est une tradition. Madam Melak Joseph, Melak Ebeli. So I'm at the entrance of ENJS Waikele. So I do marking. I do both men and women, adults and children. So this is what we are doing. I do together with my children, with my husband. And this is my husband by my side. So we work it together. Créer de la confiance envers les gens qui ont l'argent. L'argent, en fait, il y a l'argent. Mais seulement, qu'est-ce qu'il faut pour que l'on attire ces capitaux, pour qu'ils soient investis dans les idées que nous avons. Il faut donc de l'innovation, la créativité, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut que ce que vous proposez soit vraiment innovatif, soit créateur. La deuxième et dernière, c'est qu'il faut, à mon avis, de plus en plus évoluer vers les choses un peu comme les business plans. Il faut vraiment que tu montres au promoteur, la personne qui va devenir l'investisseur dans ton entreprise ou dans ta structure, qu'elle va y gagner quelque chose. Pour qu'elle gagne, il ne faut pas que tu perdes nécessairement. L'indication géographique est un défi de développement parce que d'abord, c'est un système qui permet de préserver et de protéger la notoriété d'un groupe. Et généralement, cette notoriété porte la réputation d'un peuple en termes de savoir-faire, en termes de pratique. De Benja, c'est quelque part. Vous voyez déjà, donc, en reconnaissant officiellement ce produit, on reconnaît cette population, on reconnaît ce terroir. Et l'expérience a montré que déjà le produit lui-même augmente en valeur, en termes de prix. Je ne sais pas si les exposants vous l'ont dit, aujourd'hui, le poivre de Benja est vendu au kilo entre 18 et 20 000 francs CFA. Alors qu'avant l'indication géographique en 2008, 2012, 2010, c'était autour de 2 000 francs, 3 000 francs. Et ce n'est pas le poivre seul, le miel aussi est passé de 1 500 à 6 000 francs le pot, un litre de pot. Et si vous venez dans les supermarchés à Douala ou à Yaoundé, vous trouverez nettement plus cher. Il existe d'autres exemples ailleurs qui indiquent que quand on a protégé la réputation d'un produit, il augmente en valeur parce qu'il y a des consommateurs qui sont prêts à payer. Et donc c'est le terroir qui est mis en avant. Je vous remercie de votre attention. Alors une fois de plus, avant de venir à la communication spéciale de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun, je dois vous avouer que j'ai voulu laisser M. Michel s'étendre davantage. Vous voyez, les chercheurs ont cette manie de vous donner l'impression qu'ils n'ont rien à dire. Mais au fur et à mesure qu'ils développent, découvrez la richesse de l'exposé. Tout à l'heure, je passais mon temps à regarder les élèves qui sont dans la salle. Je passais mon temps à regarder les étudiants. Je dis, ouais, quelle chance. Quelle chance parce que nous qui avons eu la chance d'aller ailleurs et de revenir dans ce pays, que la Tunisie va être un exemple tout à l'heure. L'ambassadeur, ce n'est pas chaque jour qu'on a la chance d'avoir un ambassadeur, et Dieu
seul sait ce que représente la Tunisie dans nos imaginaires collectifs. Monsieur l'ambassadeur, on passe la parole. Monsieur le Président de la séance, distingués invités, mesdames et messieurs. D'abord, il me plaît de vous dire combien je suis honoré, ravi d'être avec vous à ce forum, placé aussi dans le cadre de l'année internationale de tourisme durable pour le développement proclamée par les Nations Unies. Mes remerciements s'adressent en particulier aux organisateurs pour les soins qu'ils ont apportés à la bonne organisation du bon déroulement de cet événement, dont les travaux seront, je n'en doute pas, pour remettre du succès. Aussi, je les remercie aussi pour avoir bien voulu m'inviter et me donner l'occasion de présenter l'expérience tunisienne en matière de tourisme, ainsi que l'état de lieu du secteur en Tunisie. Bien sûr, je vais apprendre à notre ami Dr Pierre, parce qu'il a dit qu'il a visité la Tunisie encore en large, donc je vais bien vous apprendre. Pour la Tunisie, carrefour de civilisation, terre de rencontre, d'ouverture et de brassage culturel, la Tunisie a toujours puisé dans son riche patrimoine pour mettre en œuvre son modèle de développement et son projet de société. Et c'est en sollicitant ce jugement de valeur que la Tunisie a construit, à travers les efforts et les générations, son image, son identité et sa personnalité de pays ouvert, accueillant, séculier, multiculturel et tolérant. Un rempart quasi naturel contre l'exclusion et l'introversion. L'histoire et la géographie ont concouru pour doter la Tunisie de quelques atouts majeurs, à savoir sa position stratégique dans le bassin méditerranéen, son rôle de passerelle entre l'Afrique et l'Europe, et de trait d'union entre l'Orient et l'Occident, la richesse de son patrimoine civilisationnel, 8 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, son vaste et varié héritage archéologique. La Tunisie détient la plus importante collection de mosaïques romaines au monde. Je suis Jalel Snoussi, je suis l'ambassadeur de Tunisie à Yaoundé. Ça fait 2 ans et demi que je représente mon pays au Cameroun. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être invité à ce forum auquel j'ai participé avec une contribution. Cette contribution, c'était pour donner une idée sur l'expérience tunisienne en matière de tourisme, l'état de lieu et surtout parler un peu de la trajectoire du tourisme tunisien, parce que le tourisme tunisien est passé par différentes phases, il y a eu des hauts et des bas. Donc le tourisme a commencé en Tunisie depuis les années 60. C'était une combinaison entre le secteur privé et le secteur public. Il y avait des incitations adaptées. Donc c'était une vision commune entre les deux secteurs. Donc depuis les années 60, le secteur a été lancé. Et puis le secteur du tourisme, depuis sa naissance jusqu'à maintenant, est toujours considéré comme un secteur pilier dans l'économie nationale, un secteur moteur et le locomotive de l'économie nationale et un grand facteur de développement tout court. Donc après des années, même des décennies de croissance, jusqu'à 2011, jusqu'à disons la révolution tunisienne en janvier 2011, le secteur a été en progression régulière et permanente. Donc par exemple, je peux citer au titre de l'année 2011, on a eu 8 millions de touristes. Bon, avec tous les chiffres qui suivent en termes d'unité, en termes de l'entrée de devises et tout ça. Donc depuis janvier 2011, et comme vous savez, après une période de révolution, il y a toujours une phase d'instabilité. Ça, c'est historiquement confirmé. Donc on a connu cette phase d'instabilité, d'insécurité même, et de désordre parfois. Le point culminant, tristement culminant, c'était en 1915 où on a eu deux grands attentats touchant particulièrement le secteur du tourisme.
Donc après ces deux attentats, le secteur touristique tunisien est devenu un secteur sinistré. Donc les gens ont fermé leur hôtel et tous les autres secteurs qui entourent le tourisme, comme le transport, la restauration, l'artisanat, ont été touchés de plein fouet par cette crise. Et il a fallu donc tout relancer. Donc le gouvernement, avec l'appui du secteur privé, les professionnels du tourisme en Tunisie, ont pensé à une stratégie. Donc la première chose, c'était il y avait un déploiement sécuritaire énorme pour sécuriser tous les sites à travers toute la Tunisie. On parle là des centaines, sinon de milliers de sites. Donc il faut faire un effort sur le plan matériel, financier et humain surtout pour sécuriser des milliers de sites touristiques en Tunisie. Puis il y a eu aussi l'État a subventionné les professionnels du secteur qui ont, comme je disais tout à l'heure, il y a plein d'hôtels qui ont été fermés, il y a des gens donc un secteur sinistré, il faut bien le relancer quelque part. Donc l'État a subventionné les professionnels. Puis le troisième pilier de cette stratégie, c'est d'avoir une campagne de promotion qui soit très agressive ou très adaptée au contexte tunisien. Et puis aussi, il y a un aspect politique dans ça. Vous savez, chaque pays, elle recommande de ne pas y aller dans un autre. Et donc il a fallu aussi des négociations et même des concertations politiques pour que, par exemple, la Grande-Bretagne enlève l'alerte sur la Tunisie, la France enlève l'alerte sur la Tunisie, parce que vous savez, ils font toujours comme ça. Et s'il y a une crise dans un pays, on décourage ses citoyens d'aller dans ce pays. Donc il y a eu aussi, à part la stratégie, il y a eu aussi un déploiement politique avec nos partenaires, surtout les principales sources de touristes, parce que les plus grands touristes en Tunisie, je vous parle des chiffres de 2011, c'est l'année de référence, c'était 8 millions, donc en majorité des Français, des Allemands, des Italiens, des Anglais, des Espagnols, des Maghrébins, comme l'Algérie et la Libye, des pays arabes, mais les plus gros contributeurs en termes de touristes, c'était les pays européens. Donc voilà, c'était une stratégie à la fois sur le terrain et à la fois dans le domaine politique pour arriver à relancer le secteur. Heureusement, depuis fin 2016, début 2017, les chiffres se sont améliorés. Le tourisme tunisien a retrouvé un peu de ses couleurs. Il a commencé à remonter la pente. Bon, c'est vrai, on n'a pas encore retrouvé la vitesse de croisière de 2011, mais on est sur la bonne voie pour avoir les mêmes chiffres que l'année de référence 2011. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut que le pouvoir public et le pouvoir privé, si j'ose dire, donc les deux secteurs publics et privés, se conviennent d'une stratégie pour relancer le secteur touristique camerounais, parce que, comme je disais, le Cameroun est assis sur une richesse en termes touristiques potentiellement très grande. Donc il faut avoir une stratégie qui implique le secteur privé, le secteur public et tous les opérateurs et les professionnels du métier. On met en place cette stratégie et puis chacun, on travaille dessus, chacun dans son domaine, avec sa propre nationalité, avec ses propres moyens, comme je disais tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de secret dans la réussite sauf le travail. Il faut travailler pour réussir. Si vous êtes immobile, vous ne réussissez pas. Peut-être vous n'allez pas faire des fautes, mais comment vous ne réussissez pas? Donc seul celui qui marche fait des faux pas. Celui qui est debout qui ne marche pas ne fait pas de faux pas. Donc seul celui qui marche qui fait de faux pas. Donc voilà, de par ma modeste expérience, de mon simple avis, je ne suis pas de taille de donner des conseils aux Camerounais pour comment faire ou comment ne pas faire, mais juste parce que je me sens quelque part Camerounais aussi, après 2 ans et demi. Donc c'est un pays qui m'a adopté, donc j'aime beaucoup le Cameroun et je lui souhaite beaucoup de réussite. C'est dans cet esprit-là que je parle et je me permets de dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais sinon, je n'ai pas interféré dans des domaines réservés uniquement aux Camerounais.
le patrimoine culturel chrétien et tourisme durable, car des atouts artistiques, historiques, religieux et religieux de Mbolié, citadelle de la foi au Cameroun. Alors je tiens d'abord à préciser qu'il ne s'agit pas d'un exposé théologique, puisque vous entendez le terme citadelle de la foi, vous entendez les églises, etc. etc. Donc il ne s'agit pas d'un exposé purement théologique ou de l'histoire des religions. Il s'agit tout simplement de vous faire comprendre que lorsqu'on est dans la dynamique du tourisme durable, qu'on ne néglige pas un aspect, l'aspect religieux, l'aspect de la foi, qui peut aussi, le cas échéant, permettre que le tourisme durable puisse effectivement se décoller. Dans le cas du Cameroun, effectivement, nous avons des lieux, tout comme à travers le monde, ces lieux-là qui peuvent, lorsqu'ils sont valorisés, faire en sorte que le tourisme durable puisse effectivement décoller. Vous présentez d'abord les atouts artistiques de Mbolié. Lorsqu'on parle de Mbolié aujourd'hui, qu'est-ce qui peut attirer les gens? S'il y a des éléments en Mbolié qui peuvent attirer les gens, est-ce que quelque chose est fait pour que ces éléments-là puissent être implémentés, puissent être valorisés, pour qu'effectivement Mbolié soit considéré comme un véritable site touristique? Donc il y a quelque chose qui doit être fait à ces niveaux-là. Et pour que quelque chose soit fait, il faut d'abord reconnaître que Mbolié présente effectivement des éléments majeurs qui doivent être valorisés. Je veux parler de la basilique Marie-Reine des Apôtres. Dans le cas de Mbolié, la basilique qui nous a été donnée s'appelle basilique mineure. La basilique majeure étant uniquement réservée à la cité du Vatican. Et sur le plan artistique, il faut donc retenir que la basilique de Mbolié est un joyau architectural. Joyau architectural, pourquoi? Parce que sur le plan artistique, sur le plan architectural, on y a accordé de très très grands soins pour que l'édifice se présente dans un caractère stylistique et architectural de très grande influence. Pourquoi? Parce que sur le plan local, on a utilisé par exemple le bois de grande valeur. Je vous parlais par exemple du pinga tiré dans nos forêts. Sur le plan architectural, c'est un style qui présente beaucoup d'originalité sur le plan de la forme, par exemple. C'est la forme, par exemple, des sphinx de l'Égypte pharaonique. Et vous savez que dans l'Égypte pharaonique, le sphinx symbolisait la protection du pharaon qui était censé protéger son peuple. Et c'est une forme de tourisme qui tient pleinement compte de ses atouts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Par ailleurs, le tourisme durable est une vision, je dirais, philosophique qui s'inspire donc du développement durable également. C'est en direction de l'Église elle-même qui est le véritable propriétaire de ces biens culturels ou bien de ces patrimoines religieux. Le site touristique de Mbolié, tout comme les autres à travers le monde, ont à leur tête des évêques et des archevêques. Il revient donc à ceux-ci de mettre en place une politique de promotion et de valorisation du patrimoine religieux de leur paroisse à la suite de l'État. Le travail à faire dans le cas de Mbolié peut reposer sur ces quelques suggestions. Créer des associations diocésaines de promotion, de valorisation et de protection du patrimoine religieux. Créer des commissions diocésaines d'art sacré et des comités paroissiaux de sauvegarde du patrimoine. Créer des musées d'art sacré dans les diocèses et archidiocèses contrôlés par la direction du musée national. Il devra se mettre sur pied en partenariat entre l'État et le privé, entre l'État, le ministère du Tourisme par exemple, le ministère des Arts et de la Culture et bien évidemment les paroisses, en l'occurrence la paroisse de Mbolié. Créer des boutiques de vente d'objets, œuvres de piété, autres gadgets, affleurant au site de Mbolié dans les paroisses, les diocèses et les archidiocèses. Lorsque je prends cette parole, vous me le permettez, j'étais d'abord un égard de courtoisie auprès de ceux qui sont sur ce panel. Je voudrais également remercier les responsables de ce colloque qui ont bien voulu m'inviter quand je sais combien la sélection pour présenter une communication scientifique dans un colloque international est un peu délicate. En réalité, l'agrotourisme n'a pas de texte législatif au Cameroun. Lorsque je parcours certains documents du ministère du Tourisme, l'agrotourisme intervient une fois
le seul agrotourisme intervient une fois. Et il intervient dans le cadre du tourisme rural. Le professeur a dit ici, le tourisme c'est une industrie dynamique. Il est certes vrai lorsque peut-être ce document a été rédigé, on rédigeait l'agrotourisme au tourisme rural. Mais aujourd'hui on peut pratiquer l'agrotourisme même dans les villes. Parce qu'il y a des exploitations agricoles qui sont dans les villes. Alors, est-ce qu'il faut donc rester cramponné sur le fait que voilà, il n'y a pas de législation par rapport à l'agrotourisme, alors qu'il y en a sur le plan culturel, alors qu'il y en a sur le plan de l'hébergement, alors qu'il y en a sur le plan de la restauration, pour ne pas développer l'activité? Non. Nous nous disons, lorsque l'activité aura intéressé le maximum de producteurs agricoles, ça va susciter l'intérêt des acteurs, plusieurs acteurs, tels que l'État, qui pourra donc se pencher sur cette activité. Et partout ailleurs, c'est ça. Même en France, au Canada, où l'activité est développée, c'est lorsque l'État se rend compte que les populations se font assez d'argent dans un domaine qu'ils cherchent à organiser ce domaine de manière à ce que ce domaine puisse être aussi rentable sur le plan économique à l'État. Nous avons émis des recommandations par rapport à ce type de tourisme. On s'est dit, il faut se référer aux experts. Lorsque j'ai une maman, par exemple, dans la région de l'extrême nord, qui cultive le mil, et que, avec sa technique de culture, elle prend un bâton, elle creuse un trou, elle y plante le mil, elle jette tout simplement quelques gouttes d'eau, elle s'en va, elle revient tout simplement désherbée, elle n'a pas besoin de produits chimiques, elle n'a pas besoin d'engrais. Qu'est-ce qu'elle a de particulier de manière à ce que la production du mil puisse satisfaire les besoins agricoles de la région? Comment est-ce qu'on peut donc l'amener à comprendre qu'avec cette production, il y a par exemple des mets locaux. Des mets locaux. J'ai séjourné dernièrement, il y a quelques jours, dans la région de l'extrême nord, où aujourd'hui, je mange le couscous du mil. Demain, je mange le couscous de riz. Demain, je mange le couscous de blé. Demain, je mange le couscous de sorgho. Aujourd'hui, on va me dire, on a mis le couscous de sorgho, on a mélangé le sorgho au maïs. Demain, on a mélangé le maïs au mil. Demain, on a mélangé le mil au sorgho. Et on va me dire, c'est différent. En termes de pratique culinaire, c'est différent. C'est-à-dire, il y a donc un savoir-faire qu'on peut valoriser. De manière à ce que, lorsque quelqu'un arrive dans une localité, qu'il ne se décide pas d'aller dans un grand restaurant ou un fast-food où il va se fournir des éléments qu'on retrouve un peu partout. Il va se restaurer avec des éléments locaux, avec des productions locales. Il y a également, on peut citer également comme ça des léviables, des cribis. Pour vous dire en gros que, comme le disait le docteur, il n'y a pas que le tourisme, parce que le tourisme ne s'arrête pas seulement aux hôtels, aux restaurants. Il y a plusieurs formes de tourisme. Et comme le professeur le disait hier, nous ne voulons plus des gros mots, une Afrique en miniature, nous voulons pratiquer le Cameroun est une synthèse de l'Afrique. Et pour cela, je vais introduire l'expert en développement local, M. Machantier, c'est pour la développer dans la table. S'il a un mot à dire sur le développement local, comment le tourisme peut développer localement, comment il peut engranger des emplois, comment il peut être rentable pour localement. Et après le point de M. Machani, j'espère que vous allez prévoir M. Machani venir jusqu'à table pour essayer de voir avoir les contributions des autres. Et après tout cela, donc, nous allons donc revenir maintenant aux questions. Et comme vous le savez, le docteur Abunada a parlé tout à l'heure du commerce et le tourisme religieux. Il a parlé de Polier et également. Il n'y a pas que Polier dans le monde, il y a Fatima, il y a Lourdes. Et vous connaissez également d'autres, il y a le monastère de Montfouet qui peut aussi être des lieux touristiques religieux. Et comme vous le savez, l'Arabie Saoudite, il n'y a pas que le pétrole, il y a le pèlerinage aussi là-bas. Et c'est à cela qu'un pays se développe. Et je laisse d'abord l'esprit maternel. Et après, nous allons aller en ligne. Et puis on va aller aux questions. Je vous remercie. Merci. Allô? Oui, bonjour tout le monde.
Je suis un peu pris de court parce que, en principe, je devais être le modérateur de cet échange et je me trouve à intervenir pour parler du tourisme comme facteur de développement local. Bon, je suis sûr qu'on vous a déjà tout dit depuis hier. Hein. En général, moi je développe ça souvent en 3 points. Pourquoi s'intéresser au tourisme pour développer le niveau local, c'est-à-dire celui des territoires, des collectivités locales, des régions. Il faut s'y intéresser d'abord parce que le Cameroun est engagé depuis une vingtaine d'années déjà dans un processus de décentralisation qui est arrivé même à la 3e génération. Donc, normalement, les collectivités locales, c'est-à-dire les communes, les villes, les régions, doivent devenir ou sont devenus des acteurs importants en matière de développement touristique. Il y a 369 communes de oui, si on met les députés de gouvernement, il y a à peu près 374 collectivités territoriales au Cameroun, avec des déclinaisons très variées. Vous connaissez toutes les diversités géo-écologiques du Cameroun qui font que normalement chaque territoire est un potentiel de développement touristique. Donc, j'ai dit, quand j'aborde ces questions-là de tourisme et développement local, je commence d'abord par dire qu'au plan organisationnel, nous sommes dans un processus de décentralisation où les collectivités locales et les territoires vont prendre de plus en plus d'importance et ont même déjà pris de plus en plus d'importance. Ça, c'est le premier point. Dans le cadre réglementaire ou législatif, s'y prête. Deuxième point, le tourisme, on vous l'a déjà dit de 1000 manières, c'est la plus grande industrie au monde qui peut apporter des ressources financières si les choses sont faites. C'est la partie qu'on dit pas souvent. Si les choses sont faites avec méthode, sérieux et organisation. Bon, les choses sont faites avec sérieux, méthode et organisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le monde. Premièrement, la collectivité locale affirme une volonté politique, c'est-à-dire le maire, les élus locaux disent le tourisme, on y croit, on fait quelque chose dans ce sens, on crée un niveau de tourisme, on met des ressources sur ça, on s'intéresse à cette dynamique. Premièrement, il faut affirmer une volonté. Deuxièmement, il faut souvent que les acteurs locaux, c'est-à-dire principalement des dirigeants, soient des chefs d'orchestre, c'est-à-dire qui tiennent en compte tous les joueurs de musique et pas qu'ils essaient de jouer de tous les instruments eux-mêmes. Il faut qu'ils associent l'ensemble des acteurs locaux. Ensuite, la troisième chose que je dis souvent, quand on a affirmé une volonté politique, quand on a associé l'ensemble des acteurs locaux, il faut mettre des ressources financières, intellectuelles, humaines, matérielles pour développer le tourisme local. J'entendais tout à l'heure, quand je suis arrivé, mon voisin de gauche. Je suis malheureusement, je n'étais pas à Yaoundé malheureusement, et je n'ai pas entendu mon voisin d'extrême gauche, mais je suis particulièrement intéressé par le tourisme religieux. Par exemple, on peut imaginer, dans le monde, on a vu, par exemple en France, parce que c'est souvent notre pays de référence, surtout nos ancêtres gaulois, il y a ce qu'on appelle les villes sanctuaires. En France, il y a une association des communes et des villes sanctuaires, c'est-à-dire toutes les villes qui ont soit une belle basilique, soit un bel édifice religieux, soit quelque chose d'original, se structurent entre elles pour développer le tourisme religieux. Moi, c'est Liking Patrick, chef d'entreprise de l'atelier Liking Design. Que vous voyez ici exposé les produits de réalisation de l'atelier. Nous faisons dans la conception et personnalisation sur plusieurs types de supports, à savoir les
démembrés, soit le monde arabe, et ce que je vous présente. Il y a des démembrés aussi, t-shirts. Vous avez le tissu fait sur tissu coton. Tissu coton précisé parce que c'est sur le tissu que je travaille beaucoup plus. Vous avez aussi des tableaux, peinture faite sur toile. En gros, moi je dirais que le forum de cette année, il est pour moi très évocateur. Il est aussi, il prévoit un avenir assez élogieux, dans ce sens que les intervenants et les participants ont apporté des idées nouvelles qui justement voudraient amener un peu le tourisme à être plus dynamique. Introduire notre session et faire une petite présentation de ceux qui nous ont déjà rejoints. Et donc j'étais sur le point d'introduire le doctorant Baeten Christian qui a fait un exposé aujourd'hui sur l'agrotourisme et le développement du tourisme interne au Cameroun. C'est un thème qui a accroché beaucoup de participants et je pense que c'est un thème également qui, dans le cadre de la préparation de cette session, a été sensible au niveau de RSEPED. Étant donné qu'on a mobilisé un certain nombre d'acteurs, de petits acteurs comme on les appelle, dans les collectivités territoriales décentralisées, nous avons pensé qu'avant d'entamer le vif du sujet de ce soir, peut-être qu'on pouvait partager avec vous le résumé. Oui. Attends, excuse-moi, est-ce que tu peux parler un peu plus loin du micro, s'il te plaît, parce que le son n'est pas net. Allô? Donc est-ce que tu peux... C'est bon là? Oui, est-ce que tu peux... Oui, un peu plus loin du micro. 5 cm. Allô? C'est bon là? C'est bon? Est-ce que tu peux parler un peu plus, s'il te plaît? Allô, c'est bon là? C'est un peu mieux. Ok. Mais bien. Il ne faut pas le micro. Nous, commencer, donner le top départ ici. On l'a pas encore fait. Ok. On le fera plus tard. Non, mais attends, 2 minutes. On donne la parole dans 2 minutes. Ok. C'est prévu ici. 2 minutes. Attends. 2 minutes à la parole. Ok. C'est bon. Merci. Je vous passe au docteur Baeten. C'est bon? Dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Ok, on attend 2 minutes. Un exposé très brillant aujourd'hui sur l'agrotourisme et le développement du tourisme interne au Cameroun. C'est un thème qui a accroché beaucoup de participants. Et je disais tantôt que dans les échanges que j'ai eus avec Joël et Anne, on avait voulu à un moment donné, quand on parle d'économie inclusive, penser également aux populations vulnérables qui elles aussi ont leur contribution à apporter au développement local. Donc très rapidement, le docteur Baeten va nous faire un résumé de ce qu'il a dit aujourd'hui. J'ose croire que ça va intéresser une fois de plus ceux qui l'ont écouté, mais ce sera vraiment une contribution pour partager cette expérience du Cameroun avec tous les pays qui nous écoutent en ce moment. Ça, c'est dans le cadre où on ficelle un système qui puisse permettre à l'exploitation d'avoir un accueil, d'avoir un service d'accueil, d'avoir un service d'orientation et d'avoir un service qui permet aux visiteurs de visiter l'espace agricole. Et si on se tourne maintenant vers les piliers de l'activité touristique, on va se rendre compte que on peut proposer même ici dans nos exploitations agricoles des moyens d'hébergement qui peuvent amener les touristes ou les visiteurs à passer plus de temps dans l'exploitation. Et pendant qu'ils y seront, ils vont certainement nécessiter un élément de restauration. Et on va donc puiser dans le savoir-faire de ces exploitations agricoles pour proposer des mets faits locaux, à base des savoir-faire locaux. Ça, c'est sur les arrivées internationales.
il faut amener la population locale, régionale, nationale à s'intéresser aux actifs qu'ils ont sur place. Donc, j'ai repris la parole. Je ne sais pas si vous aviez quelques questions à poser par rapport à l'économie de la communication qu'a fait le docteur Baïten. Si nous avons un peu de temps, il est disposé à répondre à quelques-unes de vos préoccupations parce qu'il va également disposer d'un moment à l'autre de son agenda. Donc si vous avez quelques questions, il est encore là pour une dizaine de minutes et après il va partir. Donc alors, il y a des questions dans la salle. Alors en fait, on a fait... Dans la salle. Ok, mais dans la salle, la plupart des participants ici étaient là dans la journée, sauf si ils ont encore quelques autres questions. Cléber, je me demande en fait les questions ici dans notre salle. Dans notre café. Ok. Voilà. Donc je ne sais pas si certains ont des questions. Mais je pose la question à nous. Vous avez entendu, donc est-ce qu'il y a déjà des expériences de tourisme solidaire au Cameroun? C'est bien. Bien, j'ai envie de m'essayer, dans un essai de réponse, si je peux faire la tautologie. Expérience de tourisme solidaire, à proprement parler, non. Peut-être que cela se fait déjà, mais vraiment de façon un peu, j'ai envie de dire, clandestine, ou alors de façon vraiment pas suffisamment vulgarisée. Nous n'avons pas retenu à ce jour une région où cela se fait, mais avec ma petite expérience des petits voyages dans certaines régions du Cameroun, j'ai observé par exemple lorsque j'étais à Batouri qu'il y avait des associations qui se mettaient en place, même jusque-là elles étaient dans l'informel parce qu'elles n'avaient pas d'autorisation de l'administration, mais des associations qui se sont constituées des jeunes d'une localité pour accueillir des populations qui venaient de l'autre côté de la frontière en Centrafrique, mais qui venaient même aussi du Tchad. Donc je me suis dit que ce genre d'expérience, peut-être qu'il fallait se rapprocher des autorités de la commune pour pouvoir les structurer et puis faire en sorte que cette activité puisse drainer davantage de populations qui viennent de l'autre côté, mais qui puisse également amener les populations locales elles-mêmes à s'insérer dans un programme de culture touristique qui va permettre à ce que la région soit régulièrement visitée, mais aussi que ces populations puissent accueillir au sein de leurs domiciles respectifs des touristes qui viennent d'ailleurs, des visiteurs qui viennent des villes, des contrées autres que la leur. Donc, à ce jour, nous ne pouvons pas nous prononcer véritablement pour dire qu'il y a une expérience qui existe. Il y en a, mais elles ne sont pas comptables. Voilà. Bon, et puis comme c'est un échange interactif dans la salle, il y a quelqu'un qui voudrait bien ajouter quelque chose. Si on a du temps, on peut lui passer la parole s'il vous plaît. Il s'agit de Djibril. D'accord. Tu veux dire dans quelle salle, Cléber? La vôtre ou la nôtre? La leur? Donc vas-y, ouais. Alors par contre, je veux bien que tu répètes la question. Enfin, voilà. Allô, bonsoir déjà. D'accord. Okay, Bonsoir. Oui, j'aimerais apporter une contribution concernant le tourisme culinaire. J'ai fait une expérience et beaucoup d'autres personnes l'ont fait aussi. À Balmayo, nous avons un site touristique qu'on appelle Ebogo, qui est classé comme site touristique, je vais dire sur le plan mondial, reconnu par l'Organisation mondiale du tourisme. Et en fait, ce n'est pas véritablement l'art culinaire spécifique qui traîne les touristes. Il y a un arbre là-bas qui attire des millions de personnes, je vais dire des milliers, chaque année au Cameroun. Mais lorsque ces visiteurs arrivent, il y a une spécificité
que les populations locales font de la pêche. À côté de l'accueil, vous avez les populations, les pêcheurs qui sont là, ils sortent le poisson frais et directement on prépare et les touristes les dégustent. Et c'est un peu atypique, à chaque fois que les touristes arrivent, il y a cet échange-là et les gens partagent ces différents mets et reviennent davantage par rapport à ce type d'expérience. Et parfois, ces touristes vont vivre l'expérience, c'est-à-dire comment, aller en cuisine, voir comment on cuisine dans les feuilles, comment on attache les mets, comment on arrive à mettre ça au feu, en vapeur, etc. Donc, il y a déjà un partage sur le plan de la découverte de l'art, mais à côté, l'aspect culinaire intervient, c'est-à-dire pour satisfaire un peu ces touristes-là sur le plan aussi de la découverte de l'art culinaire local. Okay, moi, je suis l'élève Nkoudou Assoa Margaret Myriam de la seconde tourisme au lycée technique industriel et commercial de Yaoundé. Depuis notre venue ici, puisque nous sortions d'abord d'une étude en air libre. Après cela, nous sommes dirigés ici, nous n'étions même pas préparés. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu des aînés, des parents à nous qui ont parlé de plein de choses qui nous concernaient directement. Parce que parmi nous, il y a certaines personnes qui veulent faire dans l'art culinaire, qui veulent faire dans le vêtement et tout ce qui va avec. Donc moi particulièrement, j'ai retenu, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a plusieurs structures et organisations mises en place qui peuvent m'aider et aider mes camarades à apporter une touche spéciale au développement touristique du Cameroun. Et j'ai aussi retenu que nous ne pouvons pas avoir des projets et les garder pour nous. Sinon, ils ne seront jamais développés, ils ne verront jamais le jour. Et c'est comme ça que le tourisme va toujours rester au même niveau. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi particulièrement, je pense que notre problème majeur, c'est la mentalité de, je peux dire, mes frères et mes grands frères camerounais qui, pour la plupart, ne savent pas ce que c'est que le tourisme. J'en ai parlé à certaines personnes et pour eux, le tourisme, c'est juste voyager, se balader. Ils ne savent pas que, en plus, se balader, aller à l'étranger. Ils ne savent pas qu'on peut faire le tourisme, même à Yaoundé, si on peut faire le tourisme. Si peut-être je n'habite pas à Ouai Escalier, j'arrive à Ouai Escalier pour ma première fois. Pour moi, c'est un tourisme. J'arrive et je découvre le milieu d'Ouai Escalier. Et comme notre professeur de tourisme nous a dit, si elle travaille à l'ambassade et qu'elle voit un Camerounais en train de venir pour dépenser 15 millions pour aller peut-être, je peux dire, en Chine, à l'étranger, elle refusera catégoriquement de lui accorder le passeport. Et elle lui demandera d'abord d'aller visiter, je peux dire, d'aller visiter l'Ouest, d'aller visiter le Nord-Ouest avant de revenir récupérer son visa pour aller à l'étranger. C'est